Merci beaucoup, Lucie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, sur la plateforme Instagram, les comptes qui sont dédiés à l'univers du ballet classique et qui sont animés par des amateurs sont nombreux. Une exploration à l'aide de quelques mots-clés permet de rendre compte de la multitude et de la variété des comptes sur la plateforme, tout comme elle permet aussi d'observer une pratique de reprise de codes esthétiques associés au ballet classique. Ces images, qui sont éditorialisées et agencées, construisent autant de récits autour d'une passion, tout comme elles cherchent aussi à inscrire celles et ceux qui les partagent au sein d'une communauté dont les interactions se tissent par un ensemble de modalités expressives relevant de pratiques numériques et créatives. Alors, au-delà de sa fonction de partage d'images fixes ou animées, et de sa dimension marchande, Instagram est un dispositif sociotechnique que Maxime Fabre définit comme dispositif d'exposition numérique, en cela qu'il organiserait et contraindrait les pratiques de ses utilisateurs. Mais il revêt aussi une fonction de panthéon numérique pour ces derniers, qui thématise ces pratiques autour d'un intérêt, d'une passion. Entre lieux de mémoire, qui vont regrouper des figures légitimées du ballet classique, interface d'affirmation d'une identité de fan et espace de rencontre et d'interaction entre ces derniers, ces comptes sont donc le moyen de se revendiquer de cette communauté. Alors, cette étude s'inscrit dans un projet qui est plus large, qui cherche à interroger la communication et les pratiques artistiques sur les réseaux sociaux numériques. Et ce corpus complète une étude sur les pratiques circassiennes, mais également sur les injonctions à la création dans le secteur des industries culturelles et créatives. Alors, si ce corpus s'inscrit dans une approche comparative, pour cette analyse spécifique, cette communication va donc se limiter à la danse classique. Notre corpus s'est donc construit autour d'une sélection de contes que nous avons catégorisés comme généralistes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'expression genrée affirmée. On retrouve par exemple des contes intitulés Ballet Boys Official ou Ballet Queens, et qui ne se concentrent pas non plus seulement autour d'une figure spécifique. Il y a aussi des comptes Instagram entièrement dédiés à des danseurs ou à des danseuses étoiles par exemple, aussi à des célébrités passées ou présentes. Alors les 18 comptes sélectionnés concentrent chacun en moyenne plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et ont une activité régulière, voire quotidienne d'ajout et de partage d'images. L'approche sémiologique qu'on a privilégiée dans l'analyse de ce corpus nous a permis de l'appréhender dans sa globalité en prenant en compte la matérialité des images comme l'ensemble des interactions ou des discours qui les accompagnent. Alors, nous cherchons aussi donc à comprendre ici comment les plateformes inscrivent les narrations des ballettomanes dans un processus de créativité numérique, entre appropriation des normes esthétiques et symboliques, interaction communautaire produite sur Instagram. Ici, il s'agit vraiment d'analyser par une approche qualitative les contenus et leur éditorialisation, les réseaux et les interactions issus d'un corpus donc, de comptes dédiés au ballet. On va donc voir en quoi la ballettomanie numérique est à la fois une connaissance et une appropriation de ces codes classiques hérités d'une pratique qui remonte à la fin du XIXe siècle. L'usage des réseaux sociaux numériques par les ballettomanes nous amène à définir ce que cette pratique implique concrètement aujourd'hui. Ainsi, ils sont, dans leur monstration en tout cas de leur identité d'amateurs de ballet, les ballettomanes héritent de ces codes qui remontent à la Troisième République, entre 1870 et 1940 en France, notamment au tournant du XXe siècle, qui est un temps important dans l'histoire des arts du spectacle vivant. Le ballettomane, cette figure en tout cas du ballettomane, apparaît au moment de l'essor des grands ballets, au moment de l'essor de la passion pour le ballet, notamment pour les ballets russes à Paris. Et celui-ci se fait alors spectateur assidu des spectacles et ainsi fin connaisseur de la pratique. Sa pratique spectatorielle l'amène justement à connaître le ballet, la danse classique, à maîtriser et connaître les codes symboliques de l'art, mais aussi à connaître l'actualité de la création de la scène contemporaine. Ils ont produit des codes pour qui veut se dire ballettomane, qui peut se dire ballettomane, une communauté qui est fermée à tous ceux qui justement ne maîtrisent pas ces codes.
On peut alors définir la communauté des ballettomanes selon 3 grands critères qui sont déjà évoqués dans le premier XXe siècle. Ils sont tout d'abord des critiques et des fins connaisseurs de l'art. Comme l'écrit Igor Stravinsky dans ses Chroniques de ma vie en 1931, je cite « Cette musique fut évidemment à son tour discutée par les incorrigibles ballettomanes. Les ballettomanes créent des lieux de rencontre, des lieux de discussion, des lieux d'échange autour du spectacle et se font critiques et analystes, notamment dans la presse et dans la production écrite du ballet. Ils sont aussi de grands défenseurs de la tradition, et ça c'est important, parce qu'ils maîtrisent les codes. Comme l'écrit Pierre Dalagne dans Les Pointes en 1897, c'est un livre fait par un ballettomane pour les ballettomanes. Je cite « Les ballettomanes demeuraient fidèles à la tradition ». Il y a cette idée que les ballettomanes sont des défenseurs de cette tradition de la danse classique. On peut faire des commentaires sur le fait qu'on est fin du XIXe siècle et que les codes évoluent encore, mais bon, c'est pas le but. Enfin, ils défendent un travail classique et surtout un travail très stéréotypé. Je cite l'encyclopédie Art et littérature dans la société contemporaine en 1935. À ces chefs-d'œuvre écrits dans l'abstrait, un ballettomane préférera une plus médiocre partition, mais bien adaptée à son office. Au moment des avant-gardes artistiques, le ballettomane est celui qui défend justement le ballet le plus classique et le plus stéréotypé que l'on peut proposer, que ce soit dans les gestes ou dans les costumes. Ils ont surtout des pratiques communautaires de collection. Ce sont des collectionneurs comme des collationneurs. Ils créent des dossiers, ils écrivent des livres, ils écrivent des critiques, ils créent des discussions autour du ballet et de la danse classique, ils se rencontrent très souvent. Cette pratique de collectionneur amène les ballettomanes numériques d'aujourd'hui à produire également leur propre panthéon, qui trouve en Instagram, une plateforme appropriée par sa possibilité d'éditorialisation, d'interaction autour de la collection d'images. Ils vont donc connaître et produire un panthéon. Les comptes dédiés à l'univers du ballet classique sont le moyen pour ceux qui le créent de produire des panthéons numériques qui permettent d'une part de rassembler dans un même espace un ensemble d'images thématiques autour d'une passion, d'autre part d'afficher celle-ci au sein d'une communauté d'utilisateurs. On trouve 2 types d'images qui participent justement à la construction de ces espaces. Des images fixes, photos d'archives, compositions, collages, etc. Mais le plus souvent des images animées qui sont extraits de captations de ballet classiques ou de captations de répétitions. On y trouve un contenu qui se compose principalement d'extraits de ballets anciens du XXe siècle, notamment du premier XXe siècle, d'extraits de solos, d'images de danseurs dans un rôle spécifique et reconnu. On trouve évidemment une surreprésentation du répertoire du ballet classique, Gisèle, le Lac des Cygnes, la Bayadère, Paquita, Coppelia, etc. Ces panthéons numériques partagés sont des lieux de mémoire matérialisés. Par l'agencement justement de documents patrimoniaux, les ballettomanes expriment un rapport personnel, individuel, émotionnel à un passé commun, tout en faisant un lien avec l'univers du ballet contemporain par la mise en avant de danseurs identifiés, nommés et reconnus, qui sont souvent premiers danseurs aujourd'hui, surtout premières danseuses. Dans ce cadre, le choix et l'agencement des images relèvent d'une démarche de légitimation de ce qui est représenté et légitimation de soi par ce qu'on représente, par ce qu'on met en avant. On affiche donc des figures connues, reconnues, au sein d'une communauté d'amateurs. En archivant des contenus comme autant de témoignages d'époque, de danseurs et d'écoles différentes, en tout cas Instagram en tant que dispositif d'exposition revêt une double fonction. Exposer un contenu, lui conférer une visibilité, construire à partir de celui-ci le récit de son intérêt d'une passion. D'autre part, afficher une pratique de collationneur, de collectionneur. Ils utilisent des codes identifiés, propres à l'univers stéréotypé du ballet classique, dont ils maîtrisent l'esthétique et dont ils reprennent de manière visible les codes que l'on peut classer ainsi. Tout d'abord, ils reprennent la colorimétrie du ballet classique. Le ballet classique offre une palette limitée de couleurs que l'on retrouve de façon évidente dans ces images. Notamment, on le voit lorsqu'on collationne les images, comme par exemple dans le montage que nous vous avons montré juste avant. On va ressortir les couleurs principales du ballet dans leurs tonalités si particulières, le bleu, le rouge, le jaune, le blanc, et justement dans cette tonalité qui sont les couleurs principales des costumes, des éclairages, des décors. Justement, les costumes, les matières, on les retrouve par cette répétition
Dans ces postes, on retrouve évidemment le tulle, on retrouve tous les grands costumes classiques, par exemple, et reconnaissables de la Pailladère ou encore du Lac des Cygnes. Enfin, la focalisation des images reprend le régime de focale du ballet. Nous avons un régime de spectateurs, on est évidemment extérieur, on voit des corps entiers, des scènes entières, et surtout, à l'image, on voit des solistes, on voit évidemment les grands duos, les grands pas de deux, et on voit les corps de ballet, avec une prépondérance pour les solistes, cependant. On voit donc dans ces contes une esthétique normée, stéréotypée du ballet. Le spectacle y est prépondérant, avec quelques ouvertures sur les coulisses, et notamment les répétitions. Mais là, évidemment, en fait, c'est encore une vision stéréotypée, héritée de la fin du XIXe siècle, parce que c'est une pratique héritée des ballettomanes qui cherchent à dévoiler les coulisses de la danse classique. Si les codes semblent tous hérités du début du siècle dernier, malgré tout, leur transposition sur une plateforme comme Instagram instaure une manière d'agencer et parfois même de transformer les images propres à un dispositif sociotechnique utilisé par une communauté de fans. Alors en effet, dans ce contexte-là, on peut appréhender Instagram comme dispositif narratif d'une identité de fan. En l'occurrence, les images à partir desquelles se construisent ces comptes ne sont pas produites directement par et pour la plateforme, par les créateurs des comptes. Elles sont généralement le résultat d'une recherche ou d'une exploration qui est faite sur d'autres espaces, sur d'autres médias, puis qui sont déposées sur Instagram. Alors, généralement, les sources ne sont que très peu citées. On voit les sources citées que dans de très rares cas, pardon. Et la plupart du temps, les seules informations qui accompagnent ces images concernent les danseurs, l'année et le nom du ballet qu'on présente aux autres utilisateurs sur son site. Alors, au-delà de la question de leur réappropriation, on peut qualifier ces contenus de forme de reprise intermédiaire. Leur circulation dépasse le seul dispositif de la plateforme. Les captations de ballet, qu'elles soient récentes ou anciennes, les reportages, mais aussi les photographies d'archives qui sont existantes sur d'autres supports médiatiques, sont réorganisées, sont réagencées sur la plateforme et vont être évidemment accompagnées d'autres légendes et d'autres discours, ce qui veut dire qu'elles vont connaître une nouvelle dynamique en circulant entre les comptes dédiés également. De fait, elles sont donc actualisées en se trouvant employées dans des contextes qui sont différents de ceux dans lesquels elles ont existé au préalable. Et évidemment, leur lecture et leur consommation vont se transformer elles aussi. Alors, d'un compte à l'autre, on retrouve les mêmes images, on retrouve les mêmes extraits qui circulent, qui sont répétés, avec des légendes différentes, mais qui généralement traduisent le même propos. On va donner quelques informations sur l'image et souvent un commentaire qui transcrit l'appréciation de celle-ci. Alors, si on se trouve dans des pratiques de répétition, c'est aussi autant de variations et de réappropriation d'un compte à l'autre. Ce qu'on peut constater pour chacun des contenus, c'est aussi le résultat de choix qui sont faits par ces ballettomanes numériques. Au-delà du choix du ballet qui se fait donc dans un répertoire très limité, on l'a vu, il s'agit aussi d'éditorialiser les images afin de sélectionner celles qu'on estime comme étant les plus représentatives. On choisit un fragment de ballet qui va servir de synecdote, mettant en avant une maîtrise technique ou la beauté du geste, mais également la reconnaissance d'une interprète particulière ou d'un interprète particulier dans un rôle spécifique. Donc, si on se balade sur ces comptes, on retrouve par exemple de très nombreux solos de Gisèle qui vont être interprétés par un très grand nombre de premières danseuses différentes. Alors, au-delà du découpage, la volonté de se concentrer sur un seul moment dans un ballet amène aussi à appréhender l'image sous un nouveau régime spectatorial. C'est un danseur ou une danseuse en particulier ou la technicité qui est appréciée ici. C'est un regard de découpage, un regard d'expert et non plus d'un spectateur qui va apprécier une œuvre dans son ensemble. Entomologiste du ballet, les fragments vont être observés à la loupe. Et ce travail d'expertise s'inscrit dans la quantité par la mise en ligne quotidienne de ces images. En effet, chaque jour, la plupart des comptes dédiés vont enrichir leur feed, ce qui produit trois effets. Le premier, c'est une surabondance d'images, ce qui uniformise à la fois le contenu de l'ensemble du compte, puisque chaque image qui différerait un peu du reste, finalement, va se perdre au milieu des autres images qui sont stéréotypées.
Et cela uniformise également la lecture de ces images. Ça produit aussi de nouvelles pratiques spectatorielles qui vont être amenées par un usage qui, là, pour le coup, est modelé par la plateforme. C'est une quantité infinie d'images qui sont à disposition, qui peuvent se consulter de manière très rapide, ou au contraire, on peut regarder plusieurs fois la même vidéo en détail. On n'est plus ici dans un régime spectatoriel du ballettomane classique, mais bien dans celui du ballettomane numérique. Et enfin, cela recrée aussi une forme de rendez-vous, à la fois entre ces comptes, mais aussi avec ceux qui les suivent et qui interagissent avec eux. Alors la reprise de vidéo d'un compte constitue aussi une forme d'interaction, ce qui forme une constellation de ces collections numériques. Les comptes se suivent mutuellement, ce qui permet à leurs abonnés, notamment grâce aux algorithmes de la plateforme, de naviguer d'un compte à l'autre. C'est-à-dire qu'on voit les mêmes images, on consomme les mêmes contenus et on forme par là une forme d'extension numérique de la communauté des ballettomans. Cette étude nous amène à plusieurs conclusions et notamment à relativiser l'agentivité de la plateforme dans la construction des pratiques de fans. La ballettomanie est héritée du XIXe siècle avec des codes identitaires forts, des codes institutionnalisés et des codes normatifs pour entrer dans la communauté. Il faut ainsi, tout d'abord, repenser l'ancrage social et l'ancrage symbolique d'une pratique communautaire lors de l'étude de ces pratiques anciennes qui investissent aujourd'hui les espaces numériques. Par exemple, dans ces collections numériques, on constate avant tout une simple reprise d'une pratique qui est déjà créative à l'époque. Dès la fin du XIXe siècle, on retrouve dans les archives des ballettomanes des patchworks d'images, des collections, des dossiers, d'images découpées, par exemple, des éditions, des écritures d'articles, des écritures de journaux personnels, ou encore des pratiques de partage. On retrouve aussi une pratique de monstration, une narration d'une identité. On sait déjà se montrer et on est capable déjà, à la fin du XIXe siècle, de produire une narration autour du fait d'être ballettomane. Sur les pointes, par exemple, de Claire Dalagne est véritablement une mise en scène du fait d'être ballettomane. La plateforme est alors un support technique pour une pratique préexistante. Instagram n'apporte que peu aux pratiques ballettomanes car c'est avant tout un outil technique de transposition de codes préexistants. Instagram ajoute cependant un rapport international, car on n'est plus seulement limité à des espaces physiques de rencontres. Pour autant, on ne peut considérer que la plateforme est au centre de la pratique communautaire, car une partie de l'engagement se fait encore en dehors des réseaux. Ce sont notamment les rencontres lors des spectacles ou lors des événements qui ponctuent la vie du ballet contemporain, par exemple les concours d'entrée à l'Opéra de Paris. Le travail d'analyse, en tout cas sur chaque compte, permet malgré tout de voir surgir de nouveaux codes. Un travail de création propre à ces espaces qui permet un mélange entre des codes hérités d'une tradition ancienne et des pratiques issues des réseaux sociaux. Alors, on retrouve par exemple dans ces éléments propres aux plateformes la dimension marchande d'Instagram qui est présente sur plusieurs comptes, qui développe tout un merchandising autour de cette identité de passionné. On peut par exemple acheter des t-shirts avec écrit I love ballet ou ballet mom. Not regular mom, et on trouve aussi d'autres produits dérivés qui sont vendus et qui donc permettent d'afficher au-delà des réseaux sociaux cette identité. Si on élargit l'étude à d'autres dispositifs, on constate aussi que l'expression de la ballettomanie respecte les fonctions et l'expression des différents réseaux sociaux. Si Instagram, par exemple, valorise donc le partage et l'échange d'images, sur d'autres réseaux comme Facebook, par exemple, on voit plutôt l'importance des réseaux fermés de discussion qui demandent là une approbation des modérateurs pour en faire partie, ce qui reprend finalement les codes du cercle très fermé des ballettomanes classiques. A l'inverse, quand on s'intéresse aux commentaires qui sont laissés sous les publications, là on remarque plutôt la perte de l'esprit critique pour mettre en avant l'emphase d'une appréciation. On va mettre en avant le fait qu'on a apprécié une belle image, un bel extrait. Et l'approche analytique laisse place plutôt ici à une approche sensible qui se part également d'une valeur ostentatoire. Que les fans disent qu'ils aiment le ballet, qu'ils ressentent une émotion face au ballet. C'est donc finalement aussi une expression qui va demander moins d'arguments et aussi un apprentissage moindre que ce que peut demander la pratique critique. Alors l'ouverture d'Instagram élargit le giron d'une communauté fermée. Au-delà de son rapport international, de nouveaux membres se rattachent à ces comptes, puisqu'il n'y a pas de filtre. Ils peuvent alors exprimer leurs émotions face à la beauté,
l'ouverture de ces comptes ébranle finalement aussi les codes institués du cercle fermé des ballets ottomans. Merci.